Véronique Bragard enseigne la littérature de langue anglaise à l'Université catholique de Louvain et en particulier un cours sur le genre et le développement durable dans les utopies et dystopies. Et Lambert Barthélémy enseigne la littérature comparée à l'Université de Poitiers et il dirige le master bande dessinée à l'ESI d'Angoulême. Je vais donner la parole en premier lieu à Lambert, ensuite à Véronique. Ils prendront la parole tous les deux un quart d'heure et puis je réagirai à leur intervention. Et après coup, on donnera la parole aux questions qui auront été posées dans le pad par vous. Donc Lambert, si vous êtes prêt, c'est à vous. Oui, est-ce que tout fonctionne au niveau du son? Tout le monde m'entend? Bon, alors, merci de l'invitation à participer à cette journée Speed. Donc, moi, je vais assez directement essayer de répondre à la question de la dimension émotionnelle dans notre rapport à l'environnement, la question très générale du jour. En vous parlant d'un roman qui est très connu, qui est La Route, The Road, de Cormac McCarthy, qui est sorti en 2006 et qui a été adapté aussi au cinéma, et qui, à première vue, est un roman tout à fait post-11 septembre, post-apocalyptique, qui met en scène l'errance de deux personnages, principalement un père et un fils, à travers un univers totalement dévasté. Alors, il y aurait bien sûr plein de choses à dire sur la dévastation en question. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle n'est pas spécifiée, elle n'est pas datée, enfin, je veux dire, on n'est pas dans quelque chose qui est un tissu référentiel, mais dans ce qui ressemble beaucoup plus à une sorte d'allégorie ou de parabole, hein. Mais la plupart des lectures s'accordent sur l'idée de l'hiver nucléaire parce que tout est blanc, il y a de la cendre qui a recouvert intégralement le monde. Et donc, effectivement, ça ressemble assez fortement à un monde post-apocalypse nucléaire. Voilà, mais on ne sait pas ce qui s'est passé du tout. Alors, ce que je propose, c'est d'habitude, on lit ce roman effectivement comme un roman typique de ce genre qui a fleuri au début du XXIe siècle, et tout particulièrement après le 11 septembre, effectivement, en Amérique. Mais je voudrais me placer un peu en marge des lectures habituelles de The Road, qui insistent justement sur le désastre global, hein, et le tissu dystopique de son imaginaire. Et je voudrais avant tout proposer de lire ce roman comme un récit de déplacement, comme le sont d'ailleurs tous les autres romans de McCarthy, centré sur la question de la paternité, mais ça serait presque l'argument de la fable, parce que l'argument de la paternité, c'est l'argument de la transmission, et l'argument de la transmission, c'est l'argument de la transmission d'un monde habitable, c'est ce qui nous occupe, et c'est le cœur du roman. Et donc, je vais essayer de contre-lire un peu le texte en le lisant non pas comme justement une sorte d'apothéose de la destruction, mais d'essayer de montrer comment, à l'intérieur de ce roman, reste présent ce fil rouge, qui est l'idée de la transmission narrative des savoirs sur le monde, et en particulier des savoirs qu'on pourrait dire environnementaux, c'est-à-dire topographiques, géographiques, géologiques, naturalistes, hein, en fait. Bon, alors, pour parler donc de tout ça, la première émotion qui émerge à la lecture du roman, c'est une émotion de sidération face à l'environnement, puisque l'environnement a été réduit à rien, il n'existe plus, il n'y a plus rien autour, hein, au sens strict, à part des ruines et des cendres, donc un monde mort. Et on pourrait aussi dire un espace désertifié totalement, parce que c'est exactement la même sensation, la même émotion que d'être perdu au milieu d'un désert, c'est-à-dire l'impossibilité de s'orienter au sein de cet espace. Et ça nous ramène à une expérience de l'espace
américaine par excellence, qui est celle de l'espace infini, de l'espace ouvert, démesuré, de ce qu'on pourrait appeler une expérience sublime de l'espace, au sens où le sublime met en scène cette disproportion entre l'homme et l'environnement. Et de ce fait, ce qui me paraît important, c'est de voir émerger en fait dans le roman, au-delà de l'argument dystopique, au-delà des pyrotechnies de la fin, qui d'ailleurs sont très discrètes, très tenues, retenues, hein, chez cet auteur qui peut être un barbare descriptif absolument infernal, d'écrire des horreurs. Là, il y en a, mais elles sont, voilà, c'est pas l'excès, hein, c'est pas l'hubris absolu qui est peut-être le moteur, mais ce rapport disproportionné à l'espace. Alors, la première émotion qu'on a quand on est confronté à un espace ruiné, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ce sentiment de sublime négatif, non plus justement la beauté de l'espace américain, une sorte de transcendantalisme, hein, dans la vision de l'espace comme le lieu d'accomplissement de la destinée, justement, hein, toute cette mythologie de l'espace ouvert comme réceptacle d'une nouvelle identité, hein, qui va se construire et qui va se construire par le lien, par la relation à l'espace. Et la démesure du jeu, la démesure du sujet, etc., est corrélée à cette démesure. Chez McCarthy, on reste dans cette thématique américaine, hein, de la disproportion de l'espace, du désert, hein, de l'espace désert, de l'espace irreprésentable, hein, impossible à cartographier. Bon, voilà, cette expérience qui est au fond totalement émotionnelle de l'espace. Elle n'est plus du tout cardinale, elle n'est plus cardinalisée, elle est plus, voyez, elle est plus orchestrée en fait par des grilles, des schémas, des cartes, des mathématiques, mais elle est totalement laissée à l'appréhension émotionnelle, à l'expérience en fait perceptive, brute. Donc, le roman réécrirait, si vous voulez, hein, cette grande mythologie américaine de l'espace ouvert, de l'espace comme plan de projection d'une nouvelle vie, d'un futur. Hein, voilà. Donc ça, c'est la première émotion, ce sentiment de rejouer l'expérience de la sidération de l'espace américain, mais cette fois, évidemment, depuis sa fin. Il y aurait aussi une réflexion à mener sur la nature en fait anticipative ou uchronique en réalité du récit chez McCarthy, enfin du récit de McCarthy, mais ça je ne peux pas le faire maintenant pour des problèmes de temps. La deuxième émotion qui domine, je crois, donc ce rapport à l'environnement disproportionné. Et tout le travail du père, c'est de décrire, d'essayer de décrire malgré tout, c'est-à-dire en fait de rappeler la description comme mémoire du monde passé, du monde mort. Et donc c'est un livre qui en fait focalise davantage sur le ça a été que sur le ce n'est plus. Et donc c'est déjà aussi un contre-pied par rapport je dirais aux litanies de la destruction. Il y a eu un monde. Et le souvenir, le fait de se souvenir, de reprojeter imaginairement sur les paysages ruinés, les paysages vivants, c'est déjà quelque chose qui fonctionne peut-être aussi comme thérapie, c'est-à-dire la mémoire je veux dire, la mémoire émotionnelle, hein, en fait, comme mode de réponse possible à une expérience du désastre présent. Alors, donc, la deuxième émotion, c'est lié justement à ça, c'est la question de la survie. C'est la question de la survie. Alors, elle est primale, elle est animale dans le roman. Il s'agit de survivre, d'échapper aux prédateurs. Il s'agit de survivre en pouvant se nourrir, se vêtir, se protéger du froid glacial qui règne, etc. Ça, c'est un premier plan de la survie. On pourrait l'aborder à partir de l'émotion du danger de mort, si vous voulez, hein, du risque de mort. Mais ce n'est pas celle qui m'intéresse. Celle qui m'intéresse, c'est la transmission. Parce que survivre, ce n'est pas qu'une opération corporelle. Ce n'est pas qu'une opération physique, physiologique. Ça l'est fondamentalement, mais ce n'est pas que ça.
il y a dans l'idée de survie, l'idée de transmettre justement une certaine continuité de l'existence en tant qu'espèce, par exemple, ou en tant tout simplement qu'entité, planète. Et ça, c'est le travail du père. Ça, c'est la fonction du père, de transmettre cette mémoire d'un monde qui n'est plus, que l'enfant ne peut plus expérimenter. Mais transmettre, c'est transmettre, c'est-à-dire c'est s'appuyer, c'est mobiliser la compétence narrative, c'est le récit, même s'il est très sporadique. Le père raconte des histoires au fils. Et le maintien du lien, donc le maintien de la transmission de la mémoire du monde qui a existé, la transmission de je dirais, de l'injonction de survie, et tout ça est comment dire, tenu, orchestré par les fables du père. Et ces fables sont des fables de la transmission explicitement. Carrying the fire, l'image est récurrente dans le livre. Je porte la flamme, Prométhée, mais ce n'est pas le Prométhée technologique, justement, c'est le Prométhée métaphysique. C'est le Prométhée qui, et c'est pour ça que le roman ne cesse de poser la question de l'existence de Dieu aussi, ou de son absence, plutôt. Donc la transmission comme deuxième valeur, et comme ensemble, comme complexe émotionnel, évidemment, d'autant que la mère s'est suicidée, donc il n'y a plus que le père. Alors, je vais très vite, ça débouche sur une troisième émotion qui est la fin du roman, et ce qui m'amène à lire le roman non pas un peu comme il a été lu, ah ouais, il y a un happy end, c'est pas top, McCarthy nous a fait mieux. C'est pas du tout un happy end, c'est une nécessité absolue, même pas de la narration, tout simplement, de l'espèce. Et cette troisième émotion, c'est l'espoir. C'est l'idée qu'au terme du parcours, l'enfant, le père meurt, au terme du parcours, ils arrivent sur une plage, en face, il y a une autre prairie grise qui est l'océan, qui est complètement métallisée, tout est mort. Mais tout est dans cette logique de l'espace sublime. Et l'enfant est confié à un couple qui arrive là aussi sur la plage avec un enfant, et le récit se conclut là-dessus. L'enfant donc perd son père, mais trouve une autre communauté d'accueil. Et cette communauté d'accueil, ce qui est capital de voir, je crois, dans le roman, c'est qu'elle n'est pas la reconstitution d'une communauté identitaire précédente. Il n'y a pas un retour, donc il n'y a pas une logique identitaire du tout dans la communauté qui vient. La communauté qui vient, elle est une communauté, je dirais, de réconciliation, c'est-à-dire une communauté ouverte, une communauté de comparution. Elle se forme avec l'enfant et les autres qui arrivent sur la plage, qui comparaissent l'un à l'autre. Et fondamentale aussi, elle se forme à partir de l'idée de diversité de croyances. Et ça fait communauté. C'est-à-dire qu'on ne revient pas à un discours de l'unité, on ne revient pas au sens dogmatique, idéologique, théologique, on ne revient pas dans une logique de l'un, de l'entité communauté une, identitaire, marquée, forte, USA, mais on revient dans une communauté des simples, on revient dans une communauté qui va se reconstituer autour de l'échange narratif. Puisque, et je conclus là-dessus, la dernière image, c'est celle de la jeune femme qui recueille l'enfant et qui lui propose de croire, d'une certaine façon, en une utopie déjà constituée, dans une religion. Et l'enfant y oppose en fait la continuité de la discussion avec le père, continuité mentale. Donc il y a un autre, et c'est absolument, voilà, il n'est pas du tout forcé, il n'est pas converti, voilà, on ne revient pas à une violence de l'un, mais au contraire la communauté qui se forme, occasionnelle, de subsistant, de survie, est portée par la possibilité de refaire. Il y a quelqu'un tout à l'heure dans une des vidéos qu'on a vues qui a eu cette phrase très chouette: les liens sont plus importants que la survie. Je souscris
absolument, et c'est la morale, si on peut dire, de la fable dystopique de McCarthy, les liens sont plus importants que la survie. Le père meurt, mais il transmet la nécessité du lien, nécessité qui se fait instantanément par le biais de cet échange de récits au travers des croyances. En quoi crois-tu? Veux-tu croire en nous et avec nous, à quoi l'enfant, d'une certaine manière, oppose une croyance personnelle qui est la fidélité encore sensible au père, hein, qui vient de mourir sur la plage. Voilà. Alors, c'est une présentation extrêmement rapide qui table aussi sur le fait que vous connaissez cette fiction. C'est un roman extrêmement riche, hein, mais qui pour notre propos, hein, je crois, se termine sur cette idée que s'il doit y avoir un après vivable, j'ai fini, un après vivable de la catastrophe, un après de l'histoire et de la culture aussi, hein, si le monde doit être encore et peut être encore vivable, alors il faut qu'il y ait cet engagement à l'autre, hein, qui se traduit par le soin, elle s'occupe, la jeune femme, de l'enfant, et par l'écoute des récits singuliers. Je vous remercie et à tout de suite, à bientôt. Voilà. Merci beaucoup à vous, Lambert. Là, on a déjà voyagé avec trois émotions et plus autour d'une œuvre qui est quand même assez magistrale. Je pense que la punchline de Michael sur les liens, elle va rester aussi. Aujourd'hui, je vais donner la parole à Véronique pour un autre quart d'heure. Et puis, on se retrouve après. À vous, Véronique. Bonjour, je vais essayer de partager mon écran et voir si vous avez le PowerPoint qui s'affiche. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ok. Voilà, donc je vais faire une présentation qui est un peu plus académique, mais qui suit vraiment un parcours, je dirais, intérieur, personnel, émotionnel. Donc, aller du récit comme engagement à quelque chose qui ressort du dépassement, et avec ce sous-titre de ce qu'on peut faire à ce qu'on peut être. Donc, je vais parler d'abord des dystopies, parce que j'ai créé un cours de master là-dessus, mais aussi qui débouchera sur ce que j'appellerais la littérature des égards, donc plutôt de changement intérieur. Alors, les dystopies, j'ai créé ce cours depuis 2016. Les étudiants, donc ils ont une vingtaine d'années, ils en connaissent beaucoup. C'est un monde qui s'effondre, on a des visuels très, très prenants, on a des mondes qui sont, où on doit survivre. Ce sont des textes très stimulants parce que il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de suspense, mais l'émotion est souvent, je dirais, paralysante. C'est souvent de la peur, et je dois avouer que au fur et à mesure de ce cours, j'ai réalisé que ce n'était pas ce qui aidait les étudiants, surtout à cet âge-là. Donc on a ici, vous voyez l'autre slide avec l'artivisme, hein, on a ce monde en feu, ce monde qui coule, qui fond. On a aussi les trilogies comme celle de Margaret Atwood, Mad Adam, où à la fois on a un virus qui détruit toute l'humanité, ou presque, et puis on a une nouvelle espèce là qui est un petit peu plus technologiquement créée. Donc souvent, pour ces dystopies, le problème, c'est que c'est paralysant. Il n'y a pas vraiment, en fait, de lien avec la responsabilité humaine. Et ça, c'est quelque chose que je reproche même dans la route. C'est une chose qui vient de nulle part, enfin de nulle part, de nucléaire ou pas. Et donc là, c'est pas évident de se rendre compte des choses. Et la dernière critique par rapport aux dystopies, c'est un article de Morrison qui dit, par exemple, par rapport à toutes ces dystopies que les jeunes connaissent, comme Hunger Games et tout ça, c'est qu'on a souvent un gouvernement central, un gouvernement qui s'impose, alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait faux.
ce sont surtout les multinationales qui ont le pouvoir. Donc, ce sont des... et dans cet article, il dit, du coup, on pousse les jeunes à voter plutôt à droite parce qu'ils sont contre les gouvernements comme ça qui s'imposent. Donc, il y a des tendances problématiques dans beaucoup de dystopies, surtout évidemment celles qui sont plus mainstream. Et puis, la question de l'évitement de la politique est aussi fondamentale dans la critique des dystopies. Et je dois avouer que quand j'ai donné cours l'an dernier au mois de mars, je devais donner cours sur La Route, qui est un roman qui m'a poursuivi depuis des années, et que j'ai dit aux étudiants, non, vous ne lisez pas La Route maintenant. On était en début de ce confinement, et j'ai dit, vous allez lire Dans la forêt. Et je vais en parler aujourd'hui et expliquer pourquoi, parce que je crois que La Route était trop lourd pour eux. Alors, d'autres textes, il est intéressant de voir qu'il y a des dystopies maintenant qui sont plus dans le détour. Je ne sais pas si vous connaissez La défaite des maîtres et possesseurs, qui est un roman assez captivant, où on a une nouvelle espèce qui débarque sur Terre, et c'est une espèce qui est incroyable. Ce sont voilà, des martiens qui sont très bienveillants, mais qui ont un défaut, c'est qu'ils imitent les autres. Et donc, ils vont imiter les humains et ils vont devenir complètement horribles, en fait. Donc, on a un effet de miroir sur l'espèce humaine qui est très, très, très bien fait. Et puis, on a la question animale parce que les humains vont devenir de la viande pour cette nouvelle espèce. Donc, c'est un texte qui déroute et qui parle de notre responsabilité, mais aussi par le détour. La même chose de ce roman de Hamid, qui est donc How to Get Filthy Rich in Rising Age. Et là, on a un personnage, on est dans le registre de l'humour, du grotesque. Donc, c'est un jeune homme qui commence à vendre de l'eau, qui va chercher, comme le font des sociétés aujourd'hui, au robinet, et qui devient très, très riche jusqu'à tuer, avoir sa propre mafia, et qui révèle comme ça toutes les horreurs d'un système. Donc là, la responsabilité humaine, elle est grossie, même, ça devient une satire, mais elle est clairement toxique et visibilisée. Et un dernier exemple de détour, c'est cette bande dessinée. Je vais vous parler de quelques BD ici parce que je trouve que la bande dessinée offre un visuel qui est aussi apaisant, qui est presque de l'ordre de la méditation. Donc je crois qu'elle apporte beaucoup maintenant dans ces moments aussi où on est devant des écrans avec beaucoup de lettres aussi, d'écrits. Et donc, la bande dessinée Here, c'est l'histoire d'un salon. Un salon américain, pendant 200 pages, c'est le même salon. Alors, vous avez le papier peint qui change, vous avez plein de choses qui changent, mais des petites vignettes qui mixent les temporalités. Donc, on voit la double page, elle est en 1957, mais il y a des naissances depuis 1947, 48, 24. C'est vraiment l'idée de l'histoire humaine qui se répète et des interconnexions qui se créent, mais aussi des temporalités qui vont varier. Et là, on va aller dans le temps long. On va revenir en 1203, il n'y avait rien, cette maison n'était pas là. On va revenir bien avant, à des millions d'années avant. Et avec une grande beauté aussi, une grande force du dessin. Et puis, si on lit dans les détails, on voit que parfois, cette maison, en 2111, il y a le scénario que c'est qu'on a des eaux qui montent et donc il y a un danger imminent. Donc c'est un texte que je recommande aussi parce que c'est ce temps long qui s'immisce dans notre quotidien avec des très beaux moments et puis des moments visuellement interpellants. Un autre genre qui, pour moi, doit aussi être sollicité, même si les utopies, ce sont des textes souvent énormes, qui sont totalisants, on comprend bien que ça n'existe pas, que c'est impossible, que les gouvernements sont très flous, même depuis Thomas More, on ne sait pas très bien comment les choses sont implémentées. Mais je crois qu'il y a, et évidemment, vous vous appelez écotopie, donc il y a ce lien à Écotopia et deux utopies qui pour moi sont très très inspirantes. C'est à la fois Huxley qui a écrit Island en 62 et puis Ecotopia des années 70 aux États-Unis. Alors, ce sont deux textes qui sont, les utopies, c'est assez barbant à lire parce que ce sont tous des détails très très pragmatiques de la vie, comment est-ce qu'on organise une société. Mais en même temps, ils sont extrêmement visionnaires. Donc, on a Hill en 1962, donc il avait publié Brave New World, qui était plutôt une dystopie. Là, avant de mourir, Huxley, il écrit une utopie qui mélange la science occidentale avec la philosophie
orientale où on verra, tout se concentre sur une méditation, sur un monde sans richesse, avec des familles très élargies. Très intéressant aussi, l'idée que on travaille, même si on est académique, même si on est fonctionnaire, on travaille 2 heures par jour au champ. Il y a vraiment cette idée du plaisir du travail, du changement. Et alors, si vous avez l'occasion de lire Ecotopia, c'est un livre qui se projetait en 1999, où 3 États américains se séparent des États-Unis et vivent la décroissance. Alors, l'idée centrale, c'est qu'il n'y a plus d'héritage. Hein, less is better. Tout est centré sur des pouvoirs locaux, une agriculture qui est nationalisée. On a des vélos partout, c'est la mobilité douce. C'est déjà un texte incroyable parce qu'il avait imaginé la vidéoconférence. Et là, on se retrouve, nous, avec Ecotopia, Ecotopie et Ecotopia en vidéoconférence. Il y a beaucoup d'énergie solaire. Là, il avait déjà anticipé beaucoup de choses, respect des animaux, des jardins partagés, les sociétés qui doivent payer des coûts environnementaux. Il y a la location universelle qui apparaît aussi pour les artistes. Donc, on est en 78 et j'ai l'impression, en lisant ça, qu'on est vraiment proche de ce qu'on vit. Et donc, dans ces utopies, alors, il ne faut pas les prendre comme argent comptant, mais il y a surtout d'autres façons d'être. À partir du moment où la possession dans les 2 textes n'est plus la préoccupation, eh bien, il y a d'autres épistémologies qui arrivent. De l'expérience, de l'intuition, de l'émotionnel, du corporel, et puis les gens s'occupent autrement. On n'a plus besoin de se battre pour aller posséder, pour aller accumuler. Il y a beaucoup plus de méditation. La sexualité est envisagée pas du tout comme une marchandise, mais comme une relation. Alors là, j'idéalise tout, hein. On peut très bien aller contre beaucoup de choses que je vois ici, mais par exemple au niveau artistique, on fait beaucoup plus de musique, de réunions, et puis l'agriculture, on le fait ensemble. Et dans les 2 cas, il y a l'idée qu'on change de métier, on n'est pas fixé dans un métier. Et donc, ce sont des sociétés de famille élargie où le care et l'entraide sont au centre. Alors, je terminerai, si j'ai encore 5 bonnes minutes, par... je suis désolée d'aller très vite ici. On en rediscute après plus calmement. Je voulais juste dépasser un petit peu ces genres traditionnels qui sont l'utopie et la dystopie pour ce que j'appellerais des nouvelles narrations. La première, c'est ce qu'on a souvent... ce dont on a parlé, qui est la fiction panier. Et là, je vous disais tout à l'heure que la route, j'avais eu dur à y retourner au début du confinement. Et j'ai suggéré aux étudiants d'aller lire Dans la forêt de Jean Eglen, que beaucoup de transitionneurs, je crois, connaissent. Donc, cette histoire de 2 femmes qui se retrouvent dans les bois, dans leur maison. Le monde s'effondre autour d'elles. Il y a des coupures d'électricité. Leurs parents vont disparaître aussi, vont mourir. Il va falloir faire ce deuil des parents, mais aussi le deuil du monde d'avant, le monde où on avait tout, où on accumulait dans les tiroirs. Et donc, elles vont d'abord penser ce que c'est l'essentiel. Elles vont essayer de garder ce qui est essentiel. Elles vont apprivoiser leur environnement, que ce soit au niveau des plantes, des écosystèmes, de la forêt. Et ils vont rentrer doucement dans cette forêt en devenant autosuffisantes dans leur connaissance aussi, avec beaucoup d'entraide entre elles, avec cette idée de ne plus revenir à un monde d'avant, parce qu'en fait, on a vécu sans électricité pendant des milliers d'années, donc on pourra le faire encore à l'avenir. Donc c'est un ouvrage qui est plus calme, qui met l'effondrement quelque peu à distance et se recentre sur un changement intérieur, un changement aussi éthique, qui rejoint beaucoup la notion d'entraide que Servigne et Chapelle développent dans leur ouvrage. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, en fait, pendant le confinement, ce que nous avions fait, c'est on a écrit un article toutes ensemble, on était des femmes dans ce cours d'une 20aine d'étudiantes, et on a publié cette réflexion donc, autour de Jean Eglen dans la forêt, dans la revue Nouvelle, et c'est assez facile d'y accéder. Donc comment est-ce que ce confinement et cette lecture nous aidaient à avancer, à faire face à ce moment-là. Et donc cette idée de la fiction panier, c'est un concept développé par Ursula Le Guin, qui est canadienne, et c'est de prendre des histoires disparates et de ne plus être dans une logique de l'épique, donc du conflit, de la lutte. Et il me semble que la route parfois est encore très fort là-dedans.
tandis qu'ici, eh bien, on a des femmes qui vont réapprivoiser des temporalités, des espaces, sans cette idée de toujours trouver des solutions dans une lutte implacable. Et je termine avec ce que j'appelle la littérature des égards, qui reprend un petit peu cette fiction panier, qui m'a été beaucoup inspirée de l'ouvrage de Baptiste Morisot, que je vous conseille, qui s'appelle Manière d'être vivant. Donc c'est un ouvrage plutôt philosophique, mais de petits chapitres qui sont très interpellants et qui font le constat que la crise écologique, c'est une crise de la sensibilité. On ne ressent plus, on ne sent plus les choses, le vivant, de manière complexe et affinée. On est donc appauvri au niveau de ces manières de percevoir le monde, de le comprendre, de tisser des relations avec ce qui nous entoure. On a aussi infantilisé la nature, on a infantilisé les animaux et on les a même démonisés. Et là, lui qui est pisteur de loups, il nous invite à retrouver des relations autres. La matière a aussi été de plus en plus considérée comme quelque chose à être une marchandise qui est dépourvue d'intelligence. Et donc là, il nous invite aussi à communiquer avec la matière de manière différente. Donc cette invitation à une communication interespèce qu'il étudie, qu'il met en avant, changer de point de vue, observer d'autres modes de vie, observer d'autres occupations, comment est-ce que le loup s'occupe, comment est-ce qu'il vit et comment est-ce que je peux aussi changer ma manière d'être en lien avec cet héritage animal. Donc c'est vraiment cette idée de cohabiter le monde, rendre des liens et des moments plus intenses au lieu de vivre dans cette accumulation qui nous prend souvent. Alors 2 exemples, c'est juste 2 bandes dessinées qui m'ont beaucoup inspirée en lien avec Morisot. C'est Pense et les plis du monde, l'histoire d'un jeune homme à la préhistoire qui redécouvre les plis du monde. C'est toute une théorie de Deleuze qui veut que, en fait, nous sommes plis et le monde naît dans des plis. Et donc il observe la nature, il observe comment elle renaît, comment elle s'organise. C'est un ouvrage qui est également très méditatif dans ses couleurs. Et puis, il va créer l'agriculture, et on le voit là faire une espèce de potager, permaculture. Il est fasciné, mais il devient aussi extrêmement obsédé par ça, au point où, eh bien, à la fin, l'agriculture, on sait où elle a débouché, sur beaucoup de conflits, sur l'idée de posséder le sol. Puis l'agriculture, c'est aussi aplatir le monde, donc on n'a plus les plis du monde. C'est le début de la fin. Donc c'est une très belle histoire aussi de sa communauté et de sa relation au sentir, à l'observation. Même chose chez Rochette, le loup, c'est l'histoire d'un berger qui est interpellé par la façon de vivre du loup, le loup qu'il démonise, mais qu'il découvre aussi, le loup qui va l'aider, le loup qui va le sauver aussi, et avec lequel il a un héritage commun. Avec lequel il partage des occupations très proches aussi. Voilà, donc c'était ici ma contribution à cette façon au récit, si on veut, qui à la fois nous permettent de voir des choses que nous pouvons changer dans notre quotidien, dans des choses très concrètes et pragmatiques, mais aussi qui relèvent beaucoup de nos comportements. Je conseille à tous le petit podcast d'Olivier de Scutter sur les freins psychosociaux au changement. Et je crois que cette littérature différente des égards, les fictions paniers, nous apporte comme ça des petites touches très, très fines sur la manière dont nous pouvons aussi changer notre manière d'habiter le monde. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous arrivez à quitter le partage d'écran? Est-ce que je peux faire ça? Je ferme mon écran. Voilà.
Jérémy, ton micro est à nouveau coupé, pardon, je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais que je vais essayer de faire des interventions courtes parce qu'on m'a dit que le son de mon micro était mauvais et que je n'ai pas de solution. Désolé pour ça. J'ai une dizaine de questions pour vous, mais je vais essayer de vous en poser que 2 ou 1. Et puis après, on passera aux questions que les personnes ont posées dans le pad. Donc, ma première question pour Lambert et Véronique, c'est sur les dynamiques de changement qui sont au sujet de cette table ronde. Vous avez parlé de l'émotion de la sidération que peuvent produire certains des récits que vous avez cités. Et une des questions que je me pose régulièrement, c'est dans les récits post-apocalyptiques et ou effondristes, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ces récits-là décrivent très rarement le chemin qui amène à la fin ou à l'effondrement, à la chute, à la catastrophe. On peut penser à énormément d'exemples. Il y a la route qui n'explique pas comment on arrive là. Dans la forêt, on n'explique pas non plus comment on arrive là, même si c'est un récit totalement différent. La série Canal+ sur l'effondrement n'explique pas non plus comment on arrive à cette situation, voire même la petite scénette de Michael tout à l'heure qui était succulente n'explique pas comment on arrive à cette situation. C'est sous-entendu qu'on sait les mécanismes qui amènent à cette situation, mais la description, qui est un exercice très difficile, le fait de délier, de dénouer tous les fils pour arriver à cette situation, est rarement faite. Et je pense que je connais une exception, c'est le roman Le Monde d'après d'Antoinette Richner, qui décrit pendant une dizaine de pages le fameux effet domino généralisé qui amènerait à l'effondrement décrit dans tout le reste de son livre. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que cette dizaine de pages permet de discuter, de mettre en comparaison nos imaginaires, puisque certains mécanismes décrits vont convaincre certaines personnes et d'autres mécanismes décrits vont paraître totalement loufoques. Par exemple, les conséquences d'une crise financière qui démarrerait aux États-Unis. Tout le monde n'a pas du tout la même vision de ce que ça pourrait produire, ou les conséquences d'une pandémie mondiale. Donc, ma question pour vous deux qui étudiez les effets de ces récits-là et leur construction, est-ce que vous pensez que c'est un point fort des récits environnementaux de ne pas décrire les mécanismes qui pourraient mener à une situation d'effondrement, ou est-ce que c'est un point faible? Et je ne sais pas si vous êtes répartis l'ordre de la réponse, mais allez-y. Si tu veux. Je veux bien juste dire, pour moi, il me semble justement que dans la forêt, met en avant cet effondrement. Alors, il est à distance, mais il est là, il est clair, c'est-à-dire que les ressources diminuent, il n'y a plus d'électricité, les vivres diminuent. Alors, c'est vrai qu'on ne comprend pas tous les conflits qui sont là. Si on lit entre les lignes, il y a des virus qui arrivent dans beaucoup d'endroits, ils sont confinés, donc j'y suis retournée quelques fois. Et là, l'effondrement, alors, il n'y a pas cette obsession pour essayer de comprendre ce qui se passe, puisque ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on le met à distance. Mais on voit clairement qu'il y a un lien avec la responsabilité humaine et que les choses s'effondrent plus lentement que dans un texte comme La Route, où on a l'impression que ça a été une explosion très rapide. Donc, c'est pour moi un des seuls où il y a quand même une certaine lenteur dans l'effondrement, qui est importante aussi pour comprendre qu'il est peut-être là aussi maintenant. Pour ce qui concerne La Route, il n'y a pas effectivement d'explication. Alors, il y a eu même des travaux là-dessus. C'est un texte extrêmement complexe sous son apparence, avec des paragraphes relativement brefs, etc. C'est un texte extrêmement dense au plan référentiel. Et il me semble que peut-être ce qu'on peut dire, et c'est peut-être ça qui peut être généralisé, c'est qu'on part toujours de l'idée d'une nature morte, presque au sens esthétique aussi du terme, hein, pour revenir à l'idée du paysage sublime dont je parlais. C'est le point de départ. On n'est pas dans quelque chose qui serait un processus, c'est-à-dire, à la limite, un processus, on peut arriver à l'interrompre.
On aurait une figure de super-héros, par exemple, qui ferait ça. Mais là, le processus, il est achevé presque tout le temps. Donc, ce sont des récits qui commencent toujours quand c'est fini. Voilà. Et donc, au fond, c'est comme une sorte de position ontologique. Hein, peu importe ce qui a amené à la fin. Le fait est que la fin est l'état du monde, d'où nous sommes maintenant contraints soit de partir, soit au contraire de le réhabiter. Et ce que tu décrivais dans la forêt, à propos de Dans la forêt, l'opposition que tu faisais avec l'univers de The Road, qui est effectivement aussi genré, hein, l'univers de The Road, c'est un univers masculin. La mère se suicide avant le début du roman. Hein. Elle s'est suicidée, elle ne peut pas supporter ce monde. Hein. Il y a quelques figures féminines après, mais là, qui sont des figures de cannibales, mais après, la dernière, et c'est la seule qui reste, c'est la jeune femme qui accueille l'enfant à la fin. Mais l'autre cas que tu as exposé, toi, c'est une communauté genrée qui va permettre, donc elle est féminine, hein, tu l'as clairement dit, elle va permettre de réhabiter le monde, de trouver une modalité pour réhabiter le monde. Chez McCarthy, le monde, il se réhabite d'abord et absolument nécessairement narrativement, par les récits. On doit d'abord se parler. Dans ce que toi, tu mettais en avant, il me semble qu'on doit d'abord retoucher terre, au sens littéral, hein, retoucher la terre, retourner à, hein, littéralement. Et donc, il n'y a pas les mêmes orientations presque eschatologiques, en fait. Il y a un récit, il y a deux récits du recommencement, mais le recommencement n'est pas saisi dans la même perspective. Il y a un recommencement qui serait un recommencement organique, au sens plein de l'expression, c'est pas du tout, qui serait celui de Dans la forêt, c'est-à-dire retrouver un lien organique à l'environnement, et qui serait peut-être une fiction plus féminine, du coup, dans l'imaginaire. Et puis, de l'autre côté, renouer la communauté des hommes, sans jouer là sur le sens, mais et ça se fait par l'échange de récits, c'est-à-dire aussi d'aventure, c'est-à-dire aussi du dynamisme, c'est-à-dire aussi de l'histoire humaine. Et voilà, il y a peut-être deux grandes zones de réponse. Alors, voilà pourquoi, en fait, ce n'est pas si important que ça, hein, qu'on ne sache pas pourquoi on en est arrivé là. De toute façon, si on est dans une perspective de recommencement, ou enfin de redépart ou de survie, ce qui est un peu aussi le sens du colloque, hein, c'est pas... Les effets sont les mêmes, en fait. Que ce soit une bombe nucléaire, que ce soit un virus, que ce soit... Le monde est désert, le monde est vidé, est vidé de ses participants, pas de ses habitants, mais de ses participants. Il n'y a plus rien. Et la question de base, c'est comment on fait quand il n'y a plus rien. Voilà. Et avec quoi on fait? Alors, on fait avec des récits et on fait avec de l'organe. On fait avec du corps, on fait avec, hein, et on fait avec de l'air. Il y a cette image dans McCarthy, elle est, moi je l'adore, le souffle qui gèle, parce qu'il fait glacial, et parler, ça veut dire émettre ce souffle, c'est-à-dire on visualise une sorte d'esprit qui sort comme ça de l'un et qui entre dans l'autre, métaphoriquement. Mais c'est toujours ça, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire, en fait, comment on peut se tirer d'affaire. Et un dernier mot, si j'ai encore le droit, pour préciser un truc sur McCarthy. Il n'y a rien qui permet de localiser dans le temps non plus, hein, pas plus que dans l'espace. Donc, du coup, effectivement, on est dans une sorte d'apparent non-temps, flottant, mais qui est littérairement tout à fait répertorié. C'est le temps du conte, c'est le temps de l'allégorie. C'est un temps, effectivement, qui n'est pas conditionné référentiellement. Sauf que il y a dans
de Rode des indices matériels, des micro-indices, hein, qui sont des objets et qui permettent indirectement de dater l'époque à laquelle est censé se passer le récit. Vous voyez ce que je veux dire? On est au début dans un récit qui n'a pas de temps, hein. Il s'est passé un hiver nucléaire et puis on ne sait pas quand on est. Mais en fait, ce n'est pas vrai. On sait quand on est parce que le roman sème des indices comme ça partout qui, eux, sont très datables. Je vous donne 2-3 exemples. J'ai besoin de ma note parce que je n'ai plus les dates en tête, mais des objets comme des rasoirs, une marque d'huile. Il y a un bidon d'huile qui s'appelle Kendall, l'huile Kendall. Cette huile a été mise sur le marché en 1978. Il y a des lieux qui sont décrits nucléarisés, si vous voulez, mais qui sont décrits et qui sont absolument identifiables. Donc, on sait où on est dans la route, en fait, très précisément. On est dans la zone où les romans de McCarthy ont commencé, c'est-à-dire on est dans les Appalaches. Pourquoi? Parce qu'il est, par exemple, question, à un moment, d'un barrage. Ce barrage existe, c'est le Hoover Dam. Il est question d'un lieu qui est le Newfound Gap, qui se trouve dans les Great Smokies. Il est décrit et il est très clairement mentionné. Il y a une route qui est fermée à un moment. Il se trouve sur une route fermée, etc. Si vous prenez des cartes, cette route existe, c'est la route US 25E qui mène au Cumberland Gap et qui a été effectivement fermée en 1996. Donc, plus on lit de façon microscopique, plus on a des... Je ne dis pas qu'ils font tant, hein, mais il y a des indices de datation potentielle. Donc, vous voyez, on serait après 1978 obligatoirement. On serait après 1996 obligatoirement, parce que cette route a été fermée et que dans le roman, elle est fermée. Et donc, on en arriverait en fait à peut-être une datation beaucoup plus précise qui renverrait à quoi? Qui renverrait à l'idée de la fin du monde capitaliste. Parce que tous ces objets qu'on retrouve sont des sortes de marqueurs de la société de consommation qu'il a engendré. Donc, ce serait une fable véritablement sur la fin du monde capitaliste. Et ça rejoint la question de la responsabilité parce que du coup, si c'est la fin du monde capitaliste, c'est les hommes qui sont directement responsables. Et donc, la question de la responsabilité, je suis d'accord avec ta remarque, Véronique, elle n'est pas posée de façon claire, ouverte, mais si l'implicite de la situation et du discours, c'est le monde capitaliste s'est amené lui-même à sa fin. Regardez, il y a ces déchets qui jonchent encore le sol de la route. Alors, on est bien dans une responsabilité humaine et toutes les hypothèses qui sont laissées ouvertes par l'idée qu'on ne sait pas la catastrophe d'où elle vient, etc., qui auraient été des hypothèses naturelles, des catastrophes climatiques, etc., tombent. Il n'y en a en fait plus qu'une possible, c'est la cause humaine. J'ai été très long, je suis désolé. Ouais, je pense que vous aimez bien cette Ouais. œuvre-là. Il y a une description. Je vais poser ma deuxième question. Après, on fait la pause à 50. Donc, en fonction de à quel point Véronique et Lambert, mais du coup, vous avez été long sur la première question, peut-être être plus court sur la deuxième. Si Véronique, elle vous aspire énormément, on y répondra après la pause. Et si par contre, vous voyez tous les deux une réponse très claire et rapide, on peut la faire avant la pause. Mais je vais d'abord vous la dire. Dans la description de la table ronde, on se demande si les récits environnementaux peuvent être des ressources face au discours dominant. À titre personnel, ma réponse est oui. Mais une des critiques qu'on fait souvent, je pense, aux récits effondristes, en tout cas pas forcément à tous les types de récits dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est le fait qu'ils pourraient nourrir justement les récits dominants existants par le fait qu'ils questionnent très peu les profils sociologiques qui sont mis au centre de ces récits-là. Donc je m'explique. Je pense que ces critiques-là viennent surtout
de philosophes, de sociologues, pas que, hein, de militants aussi, militantes, mais je vais utiliser un article pour ça de Guillermo Kozlowski, qui est un philosophe justement. Je vais vous le mettre dans le chat, si j'y arrive, et qui s'appelle Pour l'effondrement des méta-récits globalisants. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de dire on a des récits qui sont trop globalisants, qui sont totalisants, qui essayent de réduire la réalité à une seule lecture du monde, qui s'effondrerait d'un seul coup, ou même petit à petit, mais en tout cas pour tout le monde. Pour tout le monde. Et évidemment, les sociologues et les philosophes disent bah non, puisque certaines situations sont déjà effondrées ou plutôt détruites pour certaines personnes et ou certaines régions, pourquoi on ne partirait pas de là pour construire nos récits? Donc ça, c'est la question que je vous pose. L'auteur dit le monde nous échappe, on a cette sensation un peu que le monde nous échappe. Pendant la pandémie de Covid, par exemple, c'est une sensation qui, je pense, a été fort partagée. Et il dit qu'il faut faire très attention à ne pas mépriser ces sensations-là parce qu'elles sont très importantes. Mais par contre, il faut les questionner parce qu'il dit quand le monde a-t-il été entre nos mains et entre les mains de qui? Comment est-il tombé entre les mains de quelqu'un? Comment et quand s'en est-il dérobé? Donc, sous-entendu, nous n'avons pas le monde entre nos mains. Il nous a déjà échappé depuis longtemps. Et pour certaines personnes, les situations qui sont décrites dans ces récits-là, de pénurie ou autres, sont déjà une réalité, si pas quotidienne, importante. Et donc la question, c'est est-ce que les récits environnementaux dont on pourrait avoir besoin pour sortir des discours dominants ne pourraient pas ou ne devraient pas, c'est la question que je vous pose, partir des marges, comme on dit, pour aller vers le centre plutôt que l'inverse. Donc plutôt que de partir des classes moyennes ou des classes moyennes supérieures qui ont peur de voir leur situation dégénérer mais qui n'a pas déjà dégénéré, est-ce que partir des situations qui ont déjà dégénéré depuis longtemps ou même depuis quelques années seulement ne permettrait pas de produire des récits plus puissants? Et là, en fait, si on fait ça, j'ai l'impression qu'on sort de l'utopie et de la dystopie et qu'on démarre de la réalité. Donc, c'est peut-être pas le but pour nourrir les imaginaires. C'est un peu la question que je vous pose. Et vu qu'il est 50 et que ma question était très longue, je vous propose qu'on y réfléchisse pendant la pause, si ça vous va, voir que je l'éclaircisse en privé avec vous dans le chat. Et puis, on recommence après la pause là-dessus, sur cette question-là. Vous aurez quelques minutes chacun pour y répondre. Et ensuite, on partira des questions données dans le pad. Ça vous va? Donc, Maëlle, si tu peux dire combien de temps de pause? Oui, donc on va repartir sur une pause de 10 minutes. Du coup, pendant ces 10 minutes, je demande à tous les participants, je vous remets encore une consigne, hop, d'aller sur le Frama à nouveau et mettre donc vos questions dans le Frama. Il y a plein de choses qui se passent dans ce Frama, en fait, ça n'arrête pas. Donc voilà, c'est chouette. Plein de choses dans le chat, plein de choses dans le Frama. Donc voilà, on essaye de compiler tout ça et on revient dans 10 minutes. Donc je vous propose d'un peu gigoter pendant ce temps-là. Et alors de noter aussi toujours la même chose sur une feuille, tous les mots, toutes les phrases, tout ce que vous avez envie de garder pour la suite de la journée. Voilà, merci, à dans 10 minutes. Voilà, on va redémarrer, ça fait déjà 10 minutes. C'est vite passé. Alors, ce qui est compliqué après la pause, c'est que je ne sais pas si vous êtes bien là. Je vous invite à réagir dans le chat pour me dire que vous êtes bien de retour et que vous avez un peu bougé. On est là. Merci. Merci aussi, je me sentais un peu seule. Super. Cool. Alors, on va redémarrer. Jérémy, tu es toujours là aussi. Véronique, Lambert, vous êtes bien là. On a un Frama qui déborde avec Emeline qui réorganise le Frama comme elle peut, mais il y a vraiment beaucoup. Super. Alors, juste, voilà, Jérémy a démarré et on n'en a pas présenté. Donc, Jérémy est animateur chez Barricade, il est militant chez Mycelium et il est aussi auteur de l'étude Limite de la collapsologie, si je me souviens bien. L'effondrement, parlons-en, limite de la collapsologie. Voilà. Et donc, tu es là? Oui. Ouais. Oui, je suis là. Merci beaucoup.
Du coup, si ça va pour les intervenants, je vais reposer la deuxième Ouais. question et puis on passera à la forêt de questions qui sont dans le pad. Et merci Super. beaucoup à Emeline de faire le tri. Donc la deuxième question, c'était un peu de manière simpliste, demander est-ce que les discours, les récits environnementaux ne gagneraient pas à partir des marges plutôt que du centre? Alors je ne sais pas si Véronique veut commencer. Je ne sais pas Oui, si vous êtes là. Oui. je suis là, on m'entend? Oui. Voilà, merci pour cette question. En fait, je crois qu'elle est tout à fait pertinente et je crois qu'il y a déjà des choses qui se passent en littérature. Alors, les exemples que je vais montrer à la fin, toutes ces questions de détour, donc un détour par des situations différentes, par des personnages précis, ça nous amène à quelque chose de moins totalisant. Mais il y a d'autres exemples, par exemple celui d'Ivry, par exemple, 3 fois la fin du monde. C'est un récit qui part en fait du milieu carcéral où on a ce prisonnier, son vécu, voilà, sa vie en prison, et puis qui est sa première fin du monde en fait. Et puis il y a une catastrophe nucléaire et lui va commencer à vivre dans cet espace interdit, dans cet espace dangereux aussi. Et donc on a un lien qui est fait entre ce milieu carcéral qui est à la fois, comment dirais-je, problématique et dur, mais qui est aussi son milieu où il s'est organisé, où il a commencé à trouver ses marges et qui va l'influencer après. Donc on a, comment dirais-je, la grande histoire et cette petite histoire qui se font écho. Je pense aussi à Bofané, hein, Nicoli Jean Bofane, qui est un écrivain belgo-congolais, à Congo Inc., où on voit aussi, c'est la même idée du picaresque, ce petit pygmée qui va aller à la ville et puis qui va être aidé par des communautés marginales d'enfants de la rue qui créent aussi leur utopie et leur façon de vivre de résistants par rapport à toutes ces multinationales. Après, il va se battre, enfin, il va aussi vendre de l'eau. C'est intéressant comme quelque chose qui revient souvent. Et donc, on a tout le temps ce lien entre des petites communautés dont tu parlais, qui sont à la fois, c'est un peu comme on disait sur Calais à l'époque, quand il y avait, voilà, quand ça s'était organisé à Calais, il y avait de l'utopie la vie et de la dystopie la nuit, c'est ce qu'on me disait beaucoup, parce que c'était très organisé avec beaucoup d'entraide, surtout la journée, et puis la nuit, fallait trouver qui allait passer vers l'Angleterre. Donc là, c'était beaucoup plus une histoire de lutte. Mais ici, c'est un peu la même chose. On a ces univers marginaux qui sont à la fois comme des ZAD, très, très utopiques, enfin, qui ont leur organisation d'entraide, et puis après, aussi leur complexité de lutte. Mais je crois que voilà, il y a quelque chose qui va hors de ces bourgeois ou totalisant, justement. Maintenant, on reste dans la représentation, on reste dans des romans quand même assez voilà, lu par une certaine tranche de la population. Je ne sais pas si c'est là que tu voulais aussi en venir. Qui lit quoi aussi, hein, qui a accès à quoi? Oui, merci beaucoup, c'était ça. Parce que je me souviens que dans la préparation du colloque avec Maël, je ne sais plus comment, mais on parlait de Damasio, ce qui n'est pas très original, mais on se disait, mais en fait, qui lit Damasio, on ne peut pas vraiment savoir, c'est pas facile, mais toujours cette question, se dire s'il n'y a que nous, on n'est pas si sûr que ce soit un récit qui ait tellement des effets subversifs, même si le récit à lui-même l'est. Et je vais passer à une question du coup du pad. On va les faire complètement dans le désordre et on va essayer d'en faire un maximum évidemment. Il y avait aussi des... Oui, vas-y. J'essaierai de répondre dans le pad tout à l'heure aussi, des choses plus précises. Merci. D'accord, super. Alors, la première question, c'est, et je vais me permettre d'y ajouter un petit point, c'est n'aurions-nous pas à y gagner à nous nourrir de récits positifs, porteurs de joie et d'espoir? Les récits dystopiques n'alimentent-ils pas notre monde, nos sociétés de peur, d'angoisse? Et je me permets d'y ajouter la sous-question, est-ce que les récits
d'utopie merdique ou d'utopie ambiguë. Je pense que c'était un concept qui était repris d'Ursula Le Guin, dont Véronique a parlé tout à l'heure. Ne sont pas de nouveau plus subtils entre guillemets que de choisir entre blanc et noir, entre utopie ou dystopie. Et il y a cet exemple-ci qui est bâtir aussi des ateliers de l'antémonde. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, mais celui-là a la particularité d'avoir été écrit à énormément de mains et dans un processus très long. Je pense que ça a pris 7 ans, quelque chose comme ça, par des personnes qui n'avaient jamais écrit de fiction. Et donc, c'est une fiction qui est une utopie merdique, c'est-à-dire qui va utiliser des éléments utopiques, mais aussi qui va prendre acte des difficultés réelles, des conflits, le fait que tout n'est pas rose, qu'il y a des difficultés, etc. Et donc voilà, est-ce que pour pouvoir aider au changement et ou à l'engagement, est-ce qu'il ne nous faut pas des récits plus positifs, plus porteurs d'espoir, de joie? Et je pense que ça rejoint d'ailleurs un truc que Damasio dit souvent, mais je ne suis pas sûr, je ne vais pas parler à sa place, qu'il râle souvent alors qu'il le fait lui-même, que dans les fictions, on utilise beaucoup de choses noires, sombres, difficiles, qui nous font peur, et qu'il trouve qu'il faudrait faire beaucoup plus de récits joyeux, aspirants, qui nous empuissantent, comme il dit. Voilà, si vous avez un avis là-dessus, Véronique et Lambert, on est preneurs-preneuses. Est-ce que je passe la main d'abord? On peut faire ça. Lambert, si vous avez un avis là-dessus. Oui, je peux répondre. J'ai trop parlé, alors je fais mon mea culpa. Il y a des éléments très intéressants là-dedans. Est-ce qu'on a vraiment affaire qu'à des récits négatifs, ou est-ce qu'on a des récits qui, en l'occurrence, celui de Véronique dans la forêt ou celui que j'évoquais, me semble malgré tout rouvrir des perspectives, mais des perspectives à minima, effectivement. Donc, est-ce que le lien, est-ce qu'un imaginaire conditionne ou est-ce qu'il est une production? Vous voyez, est-ce que le fait que notre imaginaire, depuis 15 ans, à peu près 20 ans, enfin en gros au tournant du siècle, s'est réactivé subitement autour de la notion de peur, de grande peur, d'ailleurs, pas de peur tellement singulière, et donc les productions reflètent cet état-là qui est, lui, conditionné par les événements historiques, par les situations concrètes, réelles, effectivement. Vous voyez, la fiction, elle a fondamentalement une fonction, c'est de permettre de scénariser des vies, des formes, des moments. Hein, voilà. C'est un moyen de maîtriser aussi la peur, la fiction. Ce n'est pas juste le moyen. Alors, on peut avoir une fiction dont le principe est commercial et donc elle est là, effectivement, pour alimenter la peur dans une perspective mercantile. Pourquoi? Parce que la peur, ça fait vendre, évidemment, depuis toujours. C'est l'émotion la plus puissante, la peur. C'est l'émotion la plus puissante. Donc, il y a des moments où l'imaginaire frétille autour de la peur plutôt que autour je sais pas, d'un imaginaire plus bucolique. Mais on trouve ça dans l'histoire de la littérature, de la culture déjà avant. L'apparition de l'imaginaire gothique juste après la Révolution française. Il y a des moments de peur marqués culturellement. Donc, est-ce que la fiction en soi déjà n'est pas quelque chose qui permet de dépasser? Après, elle peut proposer des modèles, justement, des expériences de vie, des formes de vie, je disais. Et là, est-ce qu'il faut peut-être aussi voir qu'on n'est pas, je crois, dans un moment où il y a toujours une dimension, au bon sens du terme, angélique dans la pensée utopique. Et je crois qu'on n'est pas bien engagé dans ce type de moment. Donc c'est vrai que pour imaginer des issues, enfin même pas des issues, mais des issues, oui, mais des fictions qui soient des fictions positives, comme le disait le ou la correspondante dans sa question,
pour pousser alors, à plus de vertus comportementales, tout ça, oui, alors il faut le passer ça dans la littérature pour enfants, hein, d'abord et avant le reste, hein, puisqu'on est bien dans un processus d'éducation, donc il va voilà, véhiculer des valeurs par le biais de la fiction, bien sûr, mais moi, je suis pas parti. Enfin, je pense que la réflexion ou les réflexions que les imaginaires de la peur permettent, des fois ouvrent des solutions. Quoi, voilà, on va imaginer. Je vous donne un exemple auquel je pense dans la littérature française contemporaine, c'est Céline Minard, qui a écrit une fiction qui se passe dans les Alpes et qui comme une sorte bon, pas de monde d'après, mais enfin dans une situation d'isolement. La femme personnage vit dans une bulle en verre accrochée à la montagne, dans une sorte d'hyper-technologie qui permet justement, là on serait dans quelque chose de positif par rapport à la technologie, à une bonne maîtrise, à une bonne conscience de la technologie aussi, de sortir positivement aussi du moment. Je pense qu'il y en a des réponses positives, mais je ne pense pas qu'il faille se dire oh, il y a trop de négativité il y a trop de négativité dans l'époque. On peut répondre effectivement par de la positivité, mais il faut arriver à la situer, en fait, je pense. Ok, merci. Est-ce que, Véronique, vous voulez répondre aussi à cette question sur le... Brièvement, oui. Je trouve que c'est une question qui en elle-même est un peu paradoxale parce qu'elle est totalisante. Hein. Est-ce qu'on a besoin de ça ou de ça? Je crois qu'on a besoin de différents discours pluriels et ça dépend des moments. Comme je vous disais, moi, il y a 10 ans, j'étais fascinée par la route. Pendant 10 ans, j'ai écrit dessus. Les étudiants adorent ce texte. Mais maintenant, il a gagné des prix pour l'écologie, hein, que c'était le texte qui allait faire changer le monde. Je crois que là, on a un peu dépassé ce moment-là, qu'on a besoin de plus de textes positifs, peut-être à cause de ce qu'on vit, mais même depuis quelques années, je cherchais quelque chose d'autre. Donc je crois que ça dépend des contextes aussi. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer, peut-être pas toujours bien, mais qu'on a besoin de plusieurs façons d'appréhender le monde et à la fois des choses plus pragmatiques et des choses plus de notre façon d'être. Voilà. Et alors, une chose qui me semble important aussi, c'est donc le texte de la route, c'est un texte extrêmement poétique, philosophique, plein de références à la Bible, mais dans un sens, c'est un texte très anthropocentré, qui remet dans sa fable que l'homme sait très bien parler, en fait. Et donc le langage, et il essaye de sauver le langage aussi, ce qui est fascinant, mais on en oublie, je trouve, le corporel. Et à la fin, dans la forêt, on danse, quoi. On a oublié aussi ce qui est hors du langage, hors de la pensée, ce qui est de l'ordre du corps. Et pour moi, ce texte-là et les autres que j'ai présentés à la fin, c'est aussi renouer avec ce qui est hors de nous, parce qu'on est devenu une culture très, très intellectuelle, en fait. Bah, merci beaucoup pour vos... Ouais, vas-y. Non, je répondais à Véronique, peut-être que en matière d'utopie, donc s'il y a utopie, effectivement, comme on dit, tu présentais ça, elle n'est pas systémique, elle est extrêmement locale, là aussi au sens localisé. Moi, je dis située, là, en terminant de parler tout à l'heure sur cette positivité. Et oui, elle est de cet ordre-là. On a des utopies, moi j'appelle dans un autre contexte, interstitielles, des interstices d'utopie. Ça, oui, ça je crois. Après, est-ce que tu as dit sur la date de la route est très intéressant aussi. Effectivement, c'est un texte qui, pour le coup, est un marqueur de peut-être cette première décennie des années 2000 et qu'on est sur d'autres marqueurs aujourd'hui parce qu'il y a eu d'autres événements voilà, qui ont accéléré peut-être ce processus et surtout dans la génération, disons, des jeunes adultes.
aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une accélération de la conscientisation que notre génération, on doit avoir à peu près le même âge, Véronique, on l'a vécu, mais pas de cette manière. C'était toujours un discours d'à côté, l'écologie, c'était voilà. Et il y a des gens qui s'y intéressaient, mais là, on a un moment historique où peut-être, c'est pour ça que j'ai parlé de la littérature pour enfants. Je pense que fondamentalement, c'est là qu'il faut des fables positives, comme on disait. Parce que c'est à partir de là qu'on peut… mais toujours à partir de cet imaginaire de… c'est fini derrière, quoi. Voilà. Donc, des nouvelles formes de vie, mais est-ce qu'on est face à… Ça, c'est une question même que je t'adresse. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans des imaginaires utopiques qui sont collectivistes, voilà, comme le sont en général, c'est-à-dire communautaires au sens large. Tu as rappelé tout à l'heure, c'est réorganiser une cité, etc. Donc, c'est compliqué, l'utopie. Et est-ce qu'on serait dans une autre catégorie, peut-être aussi, de gens qui ne pourraient plus ambitionner de réponses aussi vastes qu'une île? Et ouais, merci, je vois que tu as un œil sur le chat, et donc merci à vous, vu que j'ai un peu du mal avec ça. Est-ce que, avant de passer à une question plus générale du pacte, je voulais demander une des questions de clarification que moi aussi je me posais pour Véronique, c'est l'expression fiction panier. Donc si je me souviens bien, c'était une expression d'Ursula Le Guin. Est-ce que tu pourrais expliquer en 2 mots ce qu'elle recouvre? Oui, c'est-à-dire c'est une fiction qui… voilà, ça part d'un essai qui a peu été étudié, mais l'idée qu'on on a idéalisé… Enfin, chaque fois qu'on nous parle de la préhistoire, on nous parle du chasseur. Et on ne nous parle pas tellement de tous ceux ou celles qui cueillaient. Hein. Et donc, on a toujours cette idée d'un récit aussi, ça construit des récits de l'épique, hein, de celui qui va aller à la guerre, qui va dominer, qui va se battre contre les éléments. Et on a oublié le cueilleur, celui qui vit de petites histoires qui n'ont pas autant d'aura, qui n'ont pas cette idée d'un monstre qu'ils font affronter. Et donc la fiction panier, pour moi, c'est ça. Ce sont des petites histoires qui ne prennent pas, qui ne suivent pas cette logique de domination, qui n'ont pas une résolution claire à la fin où on aura abattu le méchant. Et je crois qu'il y a un changement aussi là-dedans, dans les films, par exemple. Je pense à Leave No Trace, à First Cow, des films beaucoup plus lents, faits par des femmes, c'est quand même très intéressant, où on n'a pas de résolution finale ou de grande lutte, où on aurait un happy end ou une horreur à la fin. Simplement la vie qui se passe dans sa répétition, dans sa finesse, dans sa contemplation, dans sa relation au monde. Voilà, pour moi, c'est comme ça. C'est un essai très court de Le Guin, donc il n'est pas très élaboré, mais c'est comme ça que moi je l'interprète en tout cas. Et il est en ligne, vous le trouverez assez facilement en anglais et en français. Est-ce que c'est une idée qui rejoindrait celle qu'on peut formuler autour de récits vernaculaires, de récits domestiques au sens fort du terme domestique, hein, pas… Est-ce que tu accepterais cette approche? Et ça situerait pour le coup aussi une grande partie de la littérature environnementaliste du côté de ces fictions paniers. Ce qui est, je pense, juste, hein, vrai. Mm-hmm. Je connais pas bien les récits domestiques. Je voudrais lire un peu plus avant de dire ça, mais je crois qu'il y a quand même encore beaucoup de récits d'effondrement qui sont chaque fois avec un finale ou avec une lutte très stressante, comme la série Effondrement, par exemple. J'ai trouvé extrêmement paralysante. Oui, avec chaque fois très dans la rapidité.
dans l'action, et donc faire un pas de côté par rapport à ça me semble vraiment important, parce que ce sera ça aussi, la transition, c'est un pas de côté par rapport à tout ce qui est action, accumulation. Et ça renvoie aussi à la question de tout à l'heure, parce que s'il y a une positivité, par exemple, qui peut être transmise par la fiction, c'est sur les expériences temporelles que ça peut jouer. Donc, on pourrait effectivement regarder dans ce sens. Qu'est-ce qui, comme expérience du temps, à l'horizon de la fiction, ce que la fiction donne comme expérience de la temporalité et qui n'est plus structurée par les impératifs de production, consommation, donc un découpage, séquençage, pardon, très rapide. Et sur la lenteur aussi, c'est ça que effectivement, on est dans des récits qui peuvent, les nouveaux, enfin, hein, ces formes, travailler sur la, oui, sur des formes de. C'est comme si l'épopée perdait, c'est peut-être ça qui se joue aussi Sur la route, c'est comme si l'épopée perdait son héroïsme, en fait. C'est l'épopée sans héroïsme. C'est l'épopée du monde. Ça, c'est un truc à creuser, je pense. Effectivement, dans l'idée de positivité, la question du temps rouvert, en fait, d'un temps qui est un temps plus anthropologique, peut-être, effectivement, et moins économique. Oui, parce que Oui. c'est le temps de la marche, c'est le temps qui donne, oui, c'est cet éloge de la lenteur, hein, dans les deux textes, et c'est ça qui est peut-être très inspirant, je crois, le rythme qui est très, qui ralentit, et qui, oui, rejoue. Je crois que les deux textes sont aussi sur cette idée de partir de cet héroïsme épique qui est encore fort dans le cinéma ou dans tout ce qui est assez mainstream, bien que, espérons qu'il y ait un changement qui arrive là, oui, je crois. Un tournant important dans cet éloge de la lenteur. Et il y a un cinéma qui accompagne ça aussi depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, hein, ouais, effectivement. Il y a tout à fait. des films. Les deux films que donc Leave No Trace et First Cow, par exemple, je trouve, sont des films très très lents, qui permettent une appréhension du monde tout à fait différente. Et c'est même, je crois, très fort dans les. C'est ce lien avec l'épique que tu as fait qui me travaille. C'est les narrations dans lesquelles, en fait, on a une sorte de déclencheur épique, si on veut, un voyage, quelque chose qui est de l'ordre du but, hein, et où très rapidement, en fait, la fiction, c'est-à-dire le fil narratif, l'histoire, l'événement, donc le côté héroïque, humain, est rongé ou est contaminé, hein, petit à petit par l'envahissement de l'image par le monde. On a ça déjà chez Tarkovsky par moment, tu vois, mais dans le Stalker, où il y a justement un fil narratif, ils vont chercher un secret dans une zone interdite, etc. Et il y a des moments où le substrat, enfin l'élan épique disparaît au profit de gros plans sur des flaques d'eau, un champ qui va bouger comme ça sous le vent. Et ça, c'est ce rapport-là qui est très intéressant. Si on peut inverser la polarité dans un récit, hein, entre cet élan épique qui est le propre du fait de raconter une histoire, hein, et d'aventure, hein, et ces moments où le monde émerge seul. C'est peut-être ça aussi, une expérience de positivité via ces fictions qui peut se faire. Oui, ouais, c'est une chose intéressante. J'aime bien cette idée d'expérience de positivité plutôt que des récits positifs. Donc c'est ça que je montrais dans Pense et les plis du monde. Bon, ça foire à la fin, hein, l'agriculture, on sait qu'elle amène à la possession de la terre, à la dispute sur la terre, mais il y a une expérience de la positivité dans tout cet album, dans cette contemplation de quelque chose de fascinant aussi,
Il ne faut pas tout, voilà, tout jeter à la poubelle. Il y a beaucoup de belles choses que l'homme a observées, a imaginées. Donc, voilà, j'aime bien cette idée, expérience de la positivité, qui peut être courte, qui peut être aidée d'une lenteur aussi, parce qu'on a oublié ça, qui participe d'une méditation aussi, la lenteur. Voilà. Merci. Oui. Un bon moment. Expérience de positivité, je trouve ça très juste. Voilà. La fiction nous fournit des expériences de positivité. Elle ne nous garantit pas des horizons de positivité. Ça, c'est... Et merci à vous pour ce... C'est pas mal pour une fois. Généralement, on évite les ping-pong, mais là, il était assez fabuleux. Et la punchline de positivité, je l'ai noté aussi. Il reste 10 minutes. On va poser 2 questions en une, si ça vous va. Peut-être qu'on s'arrêtera là et ce ne sera pas un souci. Et si on a du temps, on en rajoutera une. Alors, il y avait une question de clarification pour Véronique qui était: est-ce que vous pourriez préciser le cheminement que vous avez fait entre lecture de dystopie et vote d'extrême droite? La personne qui pose la question dit: je grossis le trait. Et je me permets d'ajouter une autre question qu'on était plusieurs à se poser. Je ne sais pas si je vais bien la formuler, mais en gros, c'est actuellement, si on observe un peu les récits qui fonctionnent, même si on ne peut pas prétendre être omniscient, on a l'impression que des récits qui fonctionnent très fort, c'est le complotisme ou les complotismes. Et on prend l'exemple évidemment du documentaire Hold Up. Et donc la question c'est, on se demande de quel type de récit on pourrait avoir besoin pour que des publics plus diversifiés soient touchés. Là, je pense qu'on a un bon exemple d'un produit qui touche des publics diversifiés. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le cas. Et donc, est-ce qu'on a des leçons à tirer de ça ou plutôt des observations? Est-ce que vous avez des observations, des commentaires à faire sur ce genre de succès qui ne se limite pas au film Hold Up, mais de manière générale, les récits complotistes ont plutôt le vent en poupe. Et voilà, est-ce que vous en tirez des leçons ou des lectures? Voilà. Je vais juste d'abord répondre à cette question des dystopies. Donc, c'est un article que je mettrai dans le chat du Guardian d'Erwan Morrison qui disait beaucoup de... surtout les dystopies mainstream, The Hunger Games, Divergent, The Giver et tout ça, ce sont des textes et des films surtout où on a un État central qui veut absolument tout gérer, un peu à 1984 en fait. Et ce que dit Morrison, c'est que c'est en fait donner un mauvais exemple aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, l'État n'a plus de pouvoir. Donc on donne l'idée aux jeunes, attention, le pouvoir c'est dangereux, ils veulent imposer des manières de faire, c'est un peu l'État communiste dont s'inspirait Orwell. Non, en fait, dans la réalité aujourd'hui, l'an 2000, 2020, là, ce sont les multinationales qui ont le pouvoir, beaucoup plus que les États. Il y a des États qui même ont des ministres pour gérer les multinationales, donc qui sont devenues aussi importantes que des pays, au niveau des PIB, au niveau des économies. Donc là, son article est intéressant parce qu'il faut faire attention avec ces dystopies-là. C'est justement là où Margaret Atwood, elle, dans sa trilogie, qui est-ce qui a le pouvoir? Ce sont les entreprises pharmaceutiques. Et je crois qu'elle a un point là, beaucoup plus que... donc voilà, toutes ces dystopies qui sont plutôt young adult fiction, comme ils appellent ça, sont parfois limites aussi. Voilà, ça c'était la réponse de Morrison. Maintenant, le lien avec le complotisme, c'est un lien très compliqué qui me rappelle un petit peu l'idée de la limite entre l'éco-résistant et l'éco-terroriste, en fait. Parfois, on ne sait pas très bien comment, dans les romans, on les lit. Il y a beaucoup d'articles sur les éco-terroristes qui, pour moi, sont aussi des éco-résistants. Donc, je crois que
le complotisme est à la fois produit d'un moment maintenant, de cette situation stressante et problématique, mais qui ne doit pas être non plus... je crois qu'elle est intéressante pour faire garder le débat sur justement cet état dans lequel on n'a plus du tout confiance, ou alors on veut qu'il fasse tout. Hein, on veut qu'il soit celui qui nous donne toute la sécurité du monde, mais tout en ne faisant plus rien non plus. Hein. Ça, c'est le paradoxe même de la situation dans laquelle on est. Donc la question de l'État reste très importante, et ce qui m'interpelle dans les deux utopies que j'avais mentionnées d'Huxley, c'est que là il n'y a pas de gouvernement central, c'est vraiment redonner de l'agentivité au niveau local. Et il me semble que là on a aussi quelque chose à apprendre de ces utopies, c'est que ce n'est pas une question de trouver le gouvernement ou l'État parfait, c'est l'idée que chacun doit y participer. C'est une question de comportement, c'est une question d'implication. On ne peut pas dire, moi je dis toujours, c'est comme les enseignants, dire que le prof n'est pas bien, il faut essayer de le faire, dire que le politicien n'est pas bien, c'est la même chose. Nous sommes tous à participer à l'enseignement ou à la politique. Et je crois que les utopies, là, en tout cas ces deux-là qui sont très inspirantes, n'ont pas du tout d'État central, mais ont une participation locale et de tous. Enfin, en tout cas, c'est là que peut-être est l'utopie même. Hein. Donc voilà, c'est défier l'État, mais aussi se rendre compte que nous sommes l'État. Hein. Donc ces deux choses-là sont peut-être débattues. Ouais. Merci beaucoup. Lambert, je ne sais pas si vous voulez répondre à la question sur le succès des récits complotistes. Bon, sur le complotisme, oui, je ne sais pas trop quoi dire. Bon, certes, c'est des fictions dont on parlait, mainstream, etc., peuvent aussi nourrir cet imaginaire. Enfin, on voit bien qu'on est dans un moment où production culturelle dominante nourrissent cet imaginaire. Et ce n'est pas le seul, là encore. Hein. Regardez dans les années 70 ce qui se passe autour du Watergate, regardez tous les films qui sortent après sur le fait que rien de ce que l'on croit être la vérité ne l'est, etc. Enfin, que tout est le fait de complots, de conversations secrètes, et des hommes qui mettent des micros partout. Tous ces films américains du post-Watergate, c'est pareil. Il y a un moment de cassure, parce que ce que dit Véronique, je suis d'accord sur la question de la Constitution, mais il y a une vraie cassure historique entre les populations et l'État. C'est ce sur quoi et ce paradoxe sur lequel tu es appuyé, il est là. Donc à partir du moment où on est sur un moment historique où on ne croit plus globalement, hein, aussi à beaucoup où on n'a plus envie non plus de certaines formes d'exercice de la centralité, c'est pas étonnant de voir fleurir des discours scientifico-fictionnels, un peu ésotériques, un peu tout mêlés, qui sont des discours de l'incrédulité, en fait. Grave, enfin, là, je ne suis pas du tout en train de les défendre, hein, je les trouve aussi, des fois hilarants par leur stupidité, et puis malheureusement aussi très efficaces. Mais on est aussi dans les campagnes politiques se font comme ça. Enfin, vous voyez, donc on est vraiment dans un moment où la parole officielle, publique, plus personne n'y croit. Hein. Donc, ça peut expliquer cet imaginaire. Il est nourri. Voilà. Il est nourri par le temps. Moi, je ne pense pas que ça soit non plus un truc qui va emporter l'imaginaire du siècle en entier. J'ose espérer justement qu'on aura des tas de contre-récits et de contre-propositions de vie. Mais c'est... Ouais. Merci. Pas facile. Je vais terminer avec une dernière question pour vous, en soulignant que le chantier plus axé relation entre récits
et mobilisation sera traitée cet après-midi. La dernière question, c'est une personne qui dit « Les récits présentés sont surtout écrits par des hommes, des Européens et Nord-Américains et actuels. Travaillez-vous aussi sur des auteurs féminins du passé et d'ailleurs ?» Donc, si vous avez en tête une ou l'autre œuvre qui vous vient ou que vous avez citée, que vous voulez reciter, on pourrait terminer là-dessus. Une œuvre qui vous a inspiré, que vous trouvez pertinente, qui viendrait d'ailleurs, du passé et ou féminin. Alors, une œuvre que je travaille pas mal avec les étudiantes, hein, j'ai beaucoup de femmes dans mes cours, c'est Herland de Gilman, qui est écrit dans les années 1915, et c'est l'idée d'une utopie que de femmes. Les hommes ont disparu, et les femmes s'organisent d'une manière complètement alternative, avec des défauts aussi, mais c'est un texte très inspirant. Voilà, donc ça c'était... Bon, Atwood, c'est une femme, bon, elle est canadienne. Et au niveau de... C'est vrai qu'on est beaucoup dans des choses européocentrées. Il y a un texte qui m'a toujours beaucoup plu, qui s'appelle « Paroles de ventriloque » de Melville, qui est une anglo-guyanaise dont le grand-père est amérindien. C'est un texte formidable, mais dont, par exemple, le prologue et l'épilogue fait appel à des épistémologies qui ne sont pas du tout les nôtres. Donc, c'est vraiment des textes où il faut être prêt à accepter le réalisme magique, à accepter d'autres épistémologies. Donc, il faut vraiment prendre le temps de les lire, d'écouter l'auteur pour pouvoir les approcher, je dirais. Mais c'est un travail, enfin, c'est un moment formidable aussi. Et là, c'est une femme d'origine amérindienne. Il y a quand même beaucoup de choses maintenant qui sont écrites par des femmes. Évidemment, Egland, pour moi, reflète une nouvelle trajectoire qui émerge vers des écrits. Je mentionnais 3 fois la fin du monde de Fivry, c'est la même chose aussi. Des femmes qui commencent à apporter d'autres fictions, paniers ou d'autres façons de voir les choses. Merci beaucoup, ce serait de la bonne nourriture. Ouais. Peut-être pour répondre à la question historique et genrée, il y a Madame Mary Shelley qui a écrit Le Dernier Homme, qui est une histoire d'épidémie, de peste, assimilable, qui décime le monde. Voilà. Donc, ça doit dater de 1800 et quelques, et ce n'est pas n'importe quelle femme, puisque c'est Madame Frankenstein. Ouais. Non, je pense qu'il y a les mères. Je pense très, comme Véronique, je connais un peu la littérature du Pacifique Sud et elle est essentiellement féminine, actuelle. Elle est portée par d'autres épistémologies, par d'autres formes de récits, par d'autres... Vous voyez, je pense que c'est là-dedans que, effectivement, peut-être des ouvertures se feront, mais on est sur aussi pourquoi ce sont des fictions essentiellement masculines, etc. Véronique a répondu aussi jusqu'à une date récente, c'est des fictions qui sont articulées sur un imaginaire qui est un imaginaire de la quête, du coming of age, il y a tout ça aussi dedans, et ce sont des schèmes classiques de ce point de vue-là. Mais il y en a d'autres qui arrivent. On va creuser les fictions paniers, on va les remplir. Et si je peux me permettre, moi je rajouterais dans ces sources d'inspiration-là, même si ce n'est pas une œuvre en particulier, c'est un courant, c'est l'afrofuturisme, enfin les afrofuturismes, il y a pas mal de choses intéressantes à aller creuser là-dedans en termes d'imaginaire. Merci beaucoup à vous deux, c'est un exercice pas facile, merci à tout le monde. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, si vous avez un petit peu de temps à dédier à ça, ce serait Véronique et Lambert, que vous puissiez passer dans le pad, voir les questions de clarification qui resteraient. Pas de répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, mais celles qui concernent vraiment des clarifications. Ça peut être chouette. Et sinon, je repasse la main
à Maëlle et Emeline, et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci aussi.